Bonjour, ici Simon et je vous souhaite la bienvenue dans ma première vidéo de cinéma en tant que chroniqueur sur la chaîne de Retour vers le rétro. Dans le fond, je vais sortir 1 à 2 vidéos par mois qui vont concerner tous les films ou les séries télé qu'on aurait pu connaître entre les années 1980 à 2000. Chacune de ces vidéos-là va toucher le principe des faits cocasses sur la création des œuvres en question. Donc, que ce soit un film ou une série télé, il y a toujours eu des anecdotes qui ont pu se passer au niveau de la création, tout simplement pour qu'on puisse en apprendre un peu plus sur la conception de certains trucs. La structure de mes vidéos vont se faire en 2 parties. La première partie va concerner l'histoire du film. Je vais vous ramener dans l'histoire en vous la racontant, en vous montrant un petit peu les moments clés de l'histoire, tout simplement pour qu'on puisse s'en rappeler et se remettre un peu dedans. La deuxième partie va tout simplement concerner l'effet cocasse et amusant sur la création des films et des séries télé. Donc, on commence la première vidéo en touchant un film culte, un film qui passe à l'histoire, on en parle encore aujourd'hui. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Pour ceux qui sont pas intéressés à la première partie de la vidéo, c'est-à-dire le retour dans l'histoire du film, je vous invite à aller ici pour tout simplement aller tout de suite dans les faits amusants et cocasses. L'histoire se déroule dans le Los Angeles des années 40, dans un univers où les dessins animés, aussi appelés Toons, ne sont pas que de vulgaires dessins, mais bel et bien des personnes réelles. Résidant dans la ville de Toonville, tout près d'Hollywood, les Toons viennent souvent chez les humains pour venir tourner des films de dessins animés. Roger Rabbit est l'un de ces acteurs de films et est également le personnage fort de la compagnie de dessins animés Maroon Films. Suite à de multiples mauvaises prestations de Roger Rabbit, R.K. Maroon, le directeur de la compagnie, incarné par Alan Tilvern, demande à l'enquêteur Eddie Valiant, incarné par Bob Hoskins, d'enquêter sur la femme de Roger, Jessica Rabbit. Écoutez, Valiant, sa femme est un vrai poison, mais il la prend pour Blanche-Neige. Je veux que vous la suiviez. Rapportez-moi quelques photos compromettantes. Tu sais, quand ton acteur, après s'être fait renverser un frigo sur la tête, il est juste capable de faire apparaître des oiseaux au-dessus de sa tête, pas d'étoiles comme dans le script. Coupez! Nom de Dieu, qu'est-ce qui va pas avec cette prise? C'est quoi ça? Un petit osio. Roger lit le script. Regarde ce qu'il dit. Il dit le lapin est sonné. Le lapin voit des étoiles. Pas des osios, des étoiles! Ah, les acteurs. Bref, Maroon dit s'interroger sur une liaison possible que Jessica pourrait avoir avec Marvin Acme, directeur de la compagnie Acme. Au début réticent, Valiant finit finalement par accepter de faire l'enquête. En se rendant au bar dans lequel Jessica Rabbit travaille, on a le droit de voir plusieurs caméos de personnages connus du monde de Disney ou de Warner Brothers, tels que Dumbo. Le plus marrant, c'est que... il travaille pour des cacahuètes. Ou les mops de Fantasia. Est-ce que je suis le seul à fantasmer seulement à l'idée d'avoir des mops qui mopent toutes comme ça? Bref, Valiant se fait donner des cigarettes par des enfants, il emprunte une caméra à son ex-copine Dolores, incarnée par Joanna Cassidy, et bam! Il se trouve dans le bar pour continuer son enquête. C'est à cet endroit qu'il rencontre finalement Marvin Acme, incarné par Stubby Kaye, alors que Donald et Daffy Duck font leur show. C'est la dernière fois que je travaille avec quelqu'un qui a un défaut d'élocution. Oui! C'est ensuite que Jessica Rabbit monte sur scène et je dois avouer que pour un film pour enfants, c'est assez impressionnant. Plenty money 1922. Plus tard, Valiant réussit à prendre finalement des photos compromettantes de Jessica Rabbit avec Marvin Acme. Ils font des choses absolument abjectes à un point où j'ai hésité à vous le montrer sur YouTube. Mais bon, allez. Pas ma Jessica, pas Picota, c'est impossible. Je ne le crois pas, ça ne se peut pas, ça n'est pas possible. Apparemment, c'est suffisant pour Roger Rabbit pour y voir de l'infidélité. Détruit, il quitte le bureau de Maroon dans un coup de vent. Son travail accompli, Valiant rentre finalement chez lui. Elle est cool la patère en passant. Croyant que ses aventures avec les Toons sont terminées. Mais non! Le lendemain, une nouvelle éclate. Marvin Acme a été retrouvé mort, un coffre-fort lui étant tombé dessus. Alors arrête, j'ai déjà un cadavre sur les bras.
Marvin Acme. Ouais, j'avoue que ça pourrait incriminer un certain lapin blanc que je connais. Sur la scène du crime, Valiant rencontre le juge Demore, incarné par Christopher Lloyd. Oui, c'est bien Doc, dans Retour vers le futur. 2,21 gigawatts! Doc, accompagné de ses 5 Fouine Toons, annonce à Valiant qu'effectivement Roger Rabbit est le suspect numéro 1 dans la mort d'Acme. Oui, nous avons parlé à Monsieur Maroon. Il nous a dit que le lapin était devenu très agité lorsqu'il a vu vos photos. Le lapin a dit que d'une façon ou d'une autre, lui et sa femme seraient heureux ensemble. Leur rencontre se termine par une petite présentation de la trempette. En effet, Doc, le juge de mort, a concocté un liquide vert capable d'éliminer les Toons. Et il compte bien l'utiliser sur Roger lorsqu'il aura mis la main dessus. De retour dans son appartement, Valiant tombe nez à nez avec bébé Herman, un collègue de Roger, qui lui annonce que Roger est innocent et même que le testament d'Acme n'a pas été retrouvé. Le journal dit qu'Acme laisse aucun testament. C'est une véritable honte. Tous les Toons savent qu'il avait un testament. Dans ce testament, Acme lèguerait la ville de Toonville aux Toons. Si le testament n'est pas retrouvé avant minuit, Toonville tomberait dans les mains de la compagnie Cloverleaf Industries. Et pourquoi minuit? Parce que, une fois revenu chez lui, Valiant se fait surprendre par Roger Rabbit qui s'y était caché pour fuir aux 5 fouines de Doc. Il supplie à Valiant de l'aider dans cette affaire, à un tel point que le détective ne peut qu'accepter. Ouvrez au nom de la loi! Je vous en prie, Milady. Vous savez qu'il n'y a plus de justice pour les Toons. Si les fouines mettent la main sur moi, je suis bon pour la trompette. Pour ce faire, il envoie Roger dans le bar de Dolores pour le laisser en sécurité en dehors des yeux d'autrui. Tu peux le garder ici, un jour ou deux? Il va pas faire des trucs complètement dingues? De retour à son bureau, Jessica Rabbit attend le détective pour lui avouer quelque chose. Maroon désirait faire chanter Acme avec ses photos compromettantes et elle s'était fait demander de poser délibérément pour que Valiant puisse prendre les clichés. Elle l'a fait, car sinon Roger ne pourrait plus jamais travailler pour Maroon Films. Je ferais n'importe quoi pour mon mari, Monsieur Valiant. N'importe quoi. Quelle femme! Donc ouais, apparemment qu'elle aurait pas trompé son mari Roger. Je suis pas mauvaise. Je suis juste dessinée comme ça. Ok, c'est bon, elle a juste l'air d'une fille qui crouse tout le monde comme ça, mais... En dedans, c'est une bonne fille. De retour du côté de Roger Rabbit, une petite escarmouche dans laquelle Doc rencontre finalement le lapin emmène Valiant, Roger et Dolores à s'enfuir du bar grâce à leur ami Otto pour aller se cacher dans un cinéma. C'est une place comme une autre. C'est à cet endroit que Valiant fait le lien que Maroon est l'une des personnes ayant le plus bénéficié de la mort d'Acme, lui permettant de faire affaire avec Cloverleaf Industries à la place d'Acme. Et les vénérés studios des productions Maroon Cartoons. Vous voyez ici RK Maroon conclure l'affaire avec les banquiers et les responsables de Cloverleaf. C'est une des plus grosses transactions immobilières de l'histoire de la Californie. C'est ça! Sans attendre, Valiant se précipite chez Maroon et le force à parler. Maroon explique que Cloverleaf n'achètera pas son studio à moins qu'il n'achète également le studio d'Acme. Son plan consistait à utiliser les photos compromettantes pour faire chanter Acme pour qu'il vende sa compagnie. Malheureusement, celui-ci a été tué avant que le chantage n'ait pu avoir lieu. Mais Cloverleaf n'achetait pas ma propriété si Acme ne vendait pas la sienne. Cette tête de mule ne voulait pas vendre. Alors j'ai voulu faire chanter Acme avec des photos de lui et de la femme de Rabbit. Avant qu'il ne puisse en dire plus, Maroon est tué par un coup de fusil et Valiant voit Jessica s'enfuir. Pensant qu'elle est la meurtrière, Valiant la poursuit jusqu'à Toonville. Lorsqu'il la retrouve, elle lui explique que c'est le juge de mort qui a tué Maroon et Acme, et qu'il est sur le point de s'approprier Toonville. Le juge? Je l'ai suivi jusqu'au studio, mais je suis arrivé trop tard pour l'arrêter. C'est vrai! Tu ne m'arrêteras jamais! Tu es morte! Vous êtes morts tous les deux! Attendez, c'est Doc le méchant? Le gars habillé tout en noir qui voulait brûler vif Roger Rabbit? Le gars qui a l'air d'être un vrai psychopathe? Qui l'eût cru? Bref, Doc se met à poursuivre Valiant et Jessica qui, eux, sont dans leur super bolide animé. Mais la poursuite se termine horriblement pour la bagnole. Doc finit par embarquer l'enquêteur et la fille Shapey pour les amener dans l'entrepôt d'Acme pour la scène finale. Là-bas, Doc leur révèle son plan.
Unique actionnaire de Cloverleaf, il désire s'emparer de Toonville afin de la remplacer par une autoroute et forcer les gens à l'utiliser en démantelant le réseau de tramway d'Hollywood. Il y a plusieurs mois, j'ai eu la formidable chance de tomber sur un plan du conseil de la ville. Un projet de construction aux proportions épiques. Il s'appelle ça autoroute. Afin d'effacer définitivement Toonville et ses habitants de la carte, il a conçu un vaporisateur de trempette mobile et compte commencer le nettoyage par Roger et Jessica. Oh, mon Dieu, c'est la trompette! C'est exact, ma chère. Assez pour tremper Toonville de la surface de la Terre. Après son discours, Doc glisse et s'effondre sur le sol, ce qui fait hurler de rire les fouines. Doc leur ordonne d'arrêter car elles pourraient mourir de rire. Sur ces paroles, il laisse l'exécution aux soins des fouines et s'en va. Cela donne une idée à Valiant, qui fait un petit show burlesque qui fait littéralement mourir de rire les fouines. Avec lui, vous rirez. Allez, mon vieux, détachez-le, va devenir fou furieux. Littéralement. Genre, elle meurt de rire, là. Ouais. Mais Valiant n'a pas le temps de libérer Roger et Jessica qu'il doit affronter le juge Doc en personne. Au cours de l'affrontement, Doc se fait écraser par un rouleau compresseur et survit, révélant qu'il est en fait un Toon. Non, d'une pipe, c'est un Toon. Encore là, cette scène-là me fait remarquer que les films pour enfants sont vraiment plus ce qu'ils étaient. Je veux dire, c'est assez graphique comme scène, là. Valiant a du mal à prendre le dessus face aux armes de Toons que Doc emploie. Mais il parvient tout de même à ouvrir les vannes de la machine à trempette, aspergeant Doc qui se dissout immédiatement. Alors que la police et les Toons arrivent sur place et découvrent la vérité, Valiant s'aperçoit que le papier sur lequel Roger a écrit un poème d'amour à Jessica est en fait le testament d'Acme, écrit à l'encre invisible. Jessica Seri, si tu savais comme je t'aime, laisse-moi compter combien je sous-signé Marvin Acme, saint de corps et d'esprit, c'est le testament! Continue. Comme toute bonne fin, Valiant embrasse Roger et toute l'équipe part avec les Toons célébrer leur victoire. Et c'est la fin de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Un film vraiment excellent pour elle, je me rappelais plus vraiment de l'histoire jusqu'à ce que je fasse une vidéo dessus. Et j'aime vraiment le mélange du fait que c'est un film policier et cartoon, un peu sombre, un peu humoristique. Bref, je vous le conseille vraiment, il est même disponible sur YouTube si vous voulez aller le voir. Donc c'est maintenant qu'on tombe dans la deuxième partie de cette vidéo, les faits amusants sur le tournage de Roger Rabbit. Aujourd'hui j'en ai trouvé 10 pour ce film-là, donc sans plus tarder, let's go! Numéro 1. Le film est inspiré de Who Censored Roger Rabbit, qu'on pourrait traduire par Qui a censuré Roger Rabbit. En 1981, Walt Disney vivait une période difficile, Bernard et Bianca étant les seuls films n'ayant pas perdu d'argent au box-office. Nouvellement président de Walt Disney, Michael Eisner s'est dit être intéressé par le projet, et a donc approché Steven Spielberg pour le gérer. Spielberg, également intéressé, accepta de faire une collaboration entre son studio Amblin et Touchstone Pictures. Il approcha aussi son ami Robert Zemeckis, qui venait tout juste de travailler sur Retour vers le futur, pour en faire le réalisateur du film. C'est finalement en 1988 que le film sortit sur grand écran. Il y a une tonne de différences entre le film et le livre qui l'a inspiré. Tout d'abord, aucun des personnages du film ne se retrouve dans le livre sauf Eddie Valiant, Roger Rabbit, sa femme Jessica Rabbit et le bébé Herman. Notez que Marvin Acme ne se retrouve pas dans le livre. Et là, je vous vois déjà me dire, mais voyons Simon, si Acme est pas dans le film, sur le meurtre de qui Eddie va enquêter? La réponse, Roger Rabbit. Et oui, Roger Rabbit meurt au début du livre ayant pour titre son propre nom.
Aussi, dans le livre, les Toons ne sont pas des acteurs de films d'animation, mais bien des personnages de comics. On peut même littéralement voir les bulles au-dessus de leur tête qui montrent c'est quoi qu'ils viennent de dire. Autre fait amusant, lorsque le corps de Roger Rabbit est retrouvé, la bulle représentant ses dernières paroles est également à ses côtés. Numéro 2. Aucun plan n'a été fait par ordinateur dans le film. Effectivement, ils avaient l'impression que l'ordinateur ne donnerait pas le look et l'esthétisme escomptés des dessins animés des années 40. Donc, tous les dessins ont été faits à la main en utilisant des illusions d'optique. Au total, on peut compter 82 080 frames d'animation dans le film, et ceux-ci ont plusieurs calques. Et rappelez-vous que c'est 24 dessins pour faire une seconde d'animation. Par exemple, prenez cette scène où Eddie Valiant se promène dans les studios d'Hollywood. L'ensemble des calques nécessaires formait plus de 8 pieds de haut, ou environ 2,4 mètres. Imaginons que j'ai cette vache ici dessinée, comme ça, hein? Donc, cette vache-là, imaginez qu'elle est dessinée sur un calque, et je la dépose ici. Donc, un calque, c'est transparent, hein? Je la dépose là. Ensuite, je vais avoir un calque d'ombre, juste ici, dans le fond, qui va faire les sections plus sombres sur la vache. Poup, je le rajoute là. Ensuite, on a le calque de luminosité, les highlights, si vous voulez, donc vont faire les côtés plus clairs sur la vache. Je rajoute ça là. Ensuite, on a le tone mapping, dans le fond, c'est un petit peu pour rendre la vache un petit peu plus belle. Je le rajoute là. Donc là, on est rendu avec 4 calques. La plupart des dessins dans Roger Rabbit ont beaucoup plus que 4 calques, mais ça, je veux dire, c'est quand même le strict minimum. Donc, mettons, on a la vache 2, ici, boum. On a la grenouille, boum. On a la mop 1, boum. On a la mop 2, boum, et etc. Donc, ça commence à se stacker. Boum, boum. Donc, là, j'ai comme un méchant paquet de calques. Là, on est à peu près 2 pouces. Pour la scène d'Hollywood, cette pile-là montait jusqu'à 8 pieds. Genre, comme ça. T'as vraiment pas envie d'être celui qui va accrocher la pile. Bref, Roger Rabbit a été un film extrêmement ambitieux qui a demandé un nombre record de personnes à travailler sur le projet. À l'époque, il était le film avec le générique le plus long, avec une durée de 6 minutes 30. Je suis d'accord, 6 minutes 30, c'est pas tant que ça, mais tout de même, 743 noms de personnes y figuraient. 743 personnes, c'est quand même pas mal. Numéro 3. Comment parler de Jessica Rabbit sans parler de la scène dans laquelle le juge de mort réussit à stopper la voiture? En effet, dans la version originale du film, on pouvait voir sous la robe de Jessica Rabbit. Et on dit que c'est un film pour enfants. Mais ne perdez pas de temps à aller chercher dans votre copie de film car la version DVD a été modifiée pour censurer cette partie. Mais bon, j'imagine que si vous avez la copie en VHS et un lecteur capable de lire les VHS, vous pourriez voir la scène, petit pervers que vous êtes. Concernant le design de Jessica Rabbit, Richard Williams, le directeur d'animation, ne voulait pas que le public pense qu'elle avait été rotoscopée sur un vrai modèle humain. Sa principale inspiration était la Red Hot Riding Hood de Tex Avery, mais il désirait la rendre encore plus cartoony sans pour autant la rendre effrayante ou grotesque. Et c'est comme ça qu'elle en est arrivée à avoir une aussi petite taille et presque aucun nez. Mais une fois le design complété, ils devaient l'animer de manière à ce qu'elle bouge d'une manière différente à un humain normal. Ils ont donc inversé ses mouvements anatomiques, spécifiquement le mouvement de de sa poitrine. En effet, ils rebondissent par en haut lorsque ceux d'une femme humaine rebondiraient par en bas. Jessica était la seule cartoon du film à avoir un humain qui jouait son rôle sur le plateau. Le fait d'avoir une vraie femme humaine sur le plateau permettait d'avoir des meilleures interactions avec les autres acteurs, et il était plus simple pour l'audience d'y croire. L'actrice l'ayant incarnée sur le plateau se nommait Betty Brantley. Ne pas confondre avec Kathleen Turner qui a fait la voix de Jessica Rabbit. Betty Brantley interprétait seulement les mouvements de Jessica Rabbit pour permettre aux acteurs de donner une prestation encore meilleure. Pour terminer sur le cas de Jessica Rabbit, elle a inspiré le personnage de Tana dans Crash Bandicoot 1 sorti sur PlayStation en 1996. En effet, Naughty Dog désirait faire de Crash et Tanya un couple similaire à Roger Rabbit et Jessica Rabbit. Numéro 4. Il n'y a pas de point d'interrogation à la fin du titre. Malgré le fait que le titre du film est une question, aucun point d'interrogation n'y apparaît. Non, ce n'est pas un oubli ou l'erreur d'une personne. Robert Zemeckis et son équipe ont tout simplement décidé de ne pas le mettre parce que c'était pas beau. Et je trouve que c'est une raison amplement suffisante pour moi. Numéro 5. Le tournage s'est déroulé 1 an avant même que les dessins ne soient faits. Alors, il pouvait arriver aux acteurs de devoir jouer leur scène avec, rien du tout. Cependant, ils recevaient tout de même la réplique des acteurs qui se trouvaient off-caméra.
Une personne qui a pris son rôle très au sérieux est Charles Fleischer. L'acteur prêtant sa voix à Roger Rabbit. Malgré le fait qu'on le verrait jamais devant la caméra, il a demandé d'avoir un costume pour son rôle. Il portait donc toujours son costume de Roger Rabbit sur le plateau tout en donnant la réplique aux acteurs qui, eux, se trouvaient devant la caméra. Fleischer a nommé ce procédé Transprojectional Acting. Il n'y a pas eu de traduction pour ce terme. Numéro 6. Qui veut la peau de Roger Rabbit représente une œuvre historique, car il s'agit de la première fois que de grands studios ont permis à leurs personnages de travailler ensemble. Walt Disney, Warner Brothers, MGM, Paramount, Universal, 20th Century Fox sont tous des studios dont leurs personnages apparaissent dans le film. Étant donné que Disney est celui qui a fait le film, il est celui en ayant le plus grand nombre avec un total de 81 personnages. Warner Brothers était bon deuxième avec 19 de ses personnages. D'ailleurs, à la demande de Warner Brothers, il est à noter que les deux personnages importants des deux franchises devaient être montrés au même moment dans le film. C'est pourquoi nous voyons Donald et Daffy Duck dans les mêmes scènes, tout comme Mickey et Bugs Bunny. Il s'agit là de la seule fois que les personnages de Disney et Warner Brothers ont été côte à côte dans un film. Numéro 7. Il y a plusieurs petites apparitions et clins d'œil aux personnages de Mickey Mouse dans le film. Malgré le fait que nous voyons déjà Mickey Mouse dans le film, oui, je voulais pas montrer dans la première partie de la vidéo, mais on voit bel et bien Mickey Mouse et Bugs Bunny lorsque Valiant se rend à Toonville. Bref, nous pouvons apercevoir le visage distinctif de Mickey Mouse à 3 endroits dans le film. Tout d'abord, lorsque Roger Rabbit regarde des photos de lui et Jessica, juste ici. Ensuite, lorsque Valiant fait son petit show burlesque avec les grosses bouboules, comme ça. Et finalement, lorsque les fouines réussissent à faire un trou dans le tunnel menant à Toonville. Numéro 8. Pour le cigare de bébé Herman, George Gibbs, le superviseur d'effets mécaniques, a dû monter un squelette robotique d'exactement la taille du bras de Herman. Ce bras était ensuite utilisé hors scène à distance pour donner les bons mouvements qu'on voulait donner à bébé Herman. Numéro 9. Harrison Ford était le premier choix du studio pour incarner Eddie Valiant, mais il coûtait trop cher. Le studio a également approché Chevy Chase, qui lui n'était pas intéressé. Bill Murray a lui aussi été approché, mais il dit jamais n'avoir reçu le mémo et dit être vraiment déçu de ne pas avoir pu faire ce rôle. Eddie Valiant a finalement été incarné par Bob Hoskins, qu'on a pu voir dans Mona Lisa, sorti en 1986, ou alors Capitaine Crochet, sorti en 1991, et même dans Super Mario Bros, sorti en 1993. Numéro 10. Les inspirations visuelles de Roger Rabbit viennent de plusieurs personnages. Tout d'abord, les cheveux de Droopy, le chien, les pommettes de Bugs Bunny, le nœud papillon de Porky Pig, les gants jaunes de Mickey Mouse, le Mickey des années 40 bien sûr, le plus récent des gants blancs. Et finalement, les pantalons bouffis de Dingo. Et voilà, c'est là-dessus qu'on se termine pour les faits amusants de Roger Rabbit. J'espère que vous avez aimé ça. S'il y a d'autres choses que vous savez sur ce film-là, n'hésitez pas à écrire ça dans les commentaires. Je vais toujours être intéressé à savoir un petit peu plus sur ce film-là. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser un like, ça va faire super plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de Retour vers le rétro et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!